Enguerrand de Marigny. Précédé, comme à l'ordinaire, de 2 sergents massiers portant bâton à fleur de lys, escorté de secrétaires et d'écuyers, Enguerrand de Marigny, regagnant sa demeure, étouffait de fureur. Ce coquin, ce brochet, m'accusait de trafic et les traiter. Le reproche est pour le moins plaisant venant de lui, qui a passé sa vie à se vendre au plus offrant. Et ce petit roi, qui a de la cervelle comme une mouche et de la hargne comme une guêpe, n'a pas dit un mot à mon adresse, sinon pour m'ôter la gestion du trésor. Il marchait sans rien voir des rues ni des gens, et il gouvernait les hommes de si haut depuis si longtemps qu'il avait perdu l'habitude de les regarder. Les Parisiens s'écartaient devant lui, s'inclinaient, lui tiraient de grands coups de bonnet, et puis le suivaient des yeux en échangeant quelques remarques amères. Il n'était pas aimé, ou ne l'était plus. Parvenu à son hôtel de la rue des Fossés-Saint-Germain, il traversa la cour d'un pas pressé, jeta son manteau au premier bras qui se tendait et, toujours tenant son sac à documents, gravit l'escalier tournant. Gros coffre, gros chandelier, tapis épais, lourde tenture, l'hôtel n'était meublé que de choses solides et faites pour durer. Une armée de valets y veillait au service du maître, et une armée de clercs y travaillait au service du royaume. Enguerrand poussa la porte de la pièce où il savait trouver sa femme. Celle-ci brodait au coin du feu. Sa sœur, Madame de Chanteloup, une veuve bavarde, était auprès d'elle. 2 levrettes d'Italie, naines et frileuses, sautillaient à leurs pieds. Au visage que montrait son mari, Madame de Marigny aussitôt s'inquiéta. « Bon ami, que s'est-il produit ?» demanda-t-elle. Alix de Marigny, né de Mons, vivait depuis bientôt 5 ans dans l'admiration de l'homme qu'il avait épousé en secondes noces et brûlait pour lui d'un dévouement constant et passionné. « Il se produit, répondit Marigny, que maintenant que le roi Philippe n'est plus là pour les tenir sous le fouet, les chiens se sont lancés après moi. Puis-je vous aider d'aucune sorte ?» Il la remercia, mais si durement, ajoutant qu'il savait assez bien se conduire seul, que les larmes vinrent aux yeux de la jeune femme. Enguerrand alors se pencha pour la baiser au front et murmura « Je ne m'y connais point, Alix, que je n'ai que vous pour m'aimer. » Puis il passa dans son cabinet de travail, jeta son sac à documents sur un coffre. Il marcha un moment d'une fenêtre à l'autre pour donner à sa raison le temps de prendre le pas sur sa colère. « Vous m'avez ôté le trésor, jeune sire, mais vous avez omis le reste. Attendez donc, vous ne me briserez pas si aisément. » Il agita une clochette. « 4 sergents, promptement !» dit-il à l'huissier qui se présenta. Les sergents demandés montèrent de la salle des gardes. Marigny leur distribua les ordres. « Toi, va acquérir messire Alain de Pareil au Louvre. Toi, va acquérir mon frère l'archevêque, qui doit ce jour être au palais épiscopal. Toi, messire Dubois et Raoul Desprelles, et toi, messire le Loquetier. S'ils ne sont point en leurs hôtels, affairez-vous à les rembûcher, et dites à tous que je les attends séants. » Les 4 hommes partis, il écarta une tenture et ouvrit la porte de communication avec la chambre des secrétaires privés. « Quelqu'un pour la dictée !» Un clerc arriva portant pupitre et plume. Marigny, le dos au feu, commença. « À très puissant, très aimé et très redouté sire, le roi Édouard d'Angleterre, duc d'Aquitaine. Sire, en l'état que me trouve le retour à Dieu de mon seigneur, maître et suzerain, le très pleuré roi Philippe est le plus grand que le royaume ait connu. Je me tourne de vers vous pour vous instruire de choses qui regardent le bien des 2 nations. » Il s'interrompit pour agiter à nouveau la clochette. L'huissier reparut. Marigny lui commanda de faire chercher Louis de Marigny, son fils. Puis il continua sa lettre. Depuis 1308, date du mariage d'Isabelle de France avec Édouard II d'Angleterre, Marigny avait eu l'occasion de rendre à ce dernier maint service politique ou personnel. La situation dans le duché d'Aquitaine était toujours difficile et tendue de par le statut singulier de cet immense fief français tenu par un souverain étranger. 100 ans et plus de guerres, de disputes incessantes, de traités contestés ou reniés y avaient laissé leurs séquelles. Quand les vassaux guyonnais, selon leurs intérêts et leurs rivalités, s'adressaient à l'un ou à l'autre des souverains, Marigny toujours s'appliquait à éviter les conflits. D'autre part, Édouard et Isabelle ne formaient guère un ménage harmonieux. Quand Isabelle se plaignait des mœurs anormales de son mari et lui reprochait des favoris avec lesquels elle vivait en lutte déclarée,
Marigny prêchait le calme et la patience pour le bien des royaumes. Enfin, la trésorerie d'Angleterre connaissait des difficultés fréquentes. Quand Édouard se trouvait trop à court de monnaie, Marigny s'arrangeait pour lui faire consentir un prêt. En remerciement de tant d'interventions, Édouard, l'année précédente, avait gratifié le coadjuteur d'une pension à vie de 1000 livres. Aujourd'hui, c'était au tour de Marigny d'en appeler au roi anglais et de lui demander soutien. Il importait aux bonnes relations entre les deux royaumes que les affaires de France ne changeassent point de direction. Il y va, sire, plus que de ma faveur ou de ma fortune. Vous saurez voir qu'il y va de la paix des empires pour laquelle je suis et je serai toujours votre fidèle servant. Il se fit relire la lettre, y apporta quelques corrections. « Recopiez et présentez-moi à signer. »« Cela doit-il partir au chevaucheur, monseigneur » demanda le secrétaire. « Non point. Et je scellerai de mon petit sceau. » Le secrétaire sortit. Marigny dégrafa le haut de sa robe. L'action lui faisait gonfler le cou. « Pauvre royaume, pensait-il. En quelle brouille et misère vont-ils le mettre, si je ne m'y oppose? N'aurais-je donc autant fait que pour voir mes efforts ruinés? » Les hommes qui, pendant un temps très long, ont exercé le pouvoir, finissent par s'identifier à leur charge et par considérer toute atteinte faite à leur personne comme une atteinte directe aux intérêts de l'État. Marigny en était à ce point et donc prêt, sans nullement s'en rendre compte, à agir contre le royaume, dès l'instant qu'on lui limitait la faculté de le diriger. Ce fut dans cette disposition qu'il accueillit son frère l'archevêque. Jean de Marigny, long et serré dans son manteau violet, avait une attitude constamment étudiée que n'aimait pas le coadjuteur. Enguerrand avait envie de dire à son cadet « Prends cette mine pour tes chanoines, si cela te plaît, mais non pas devant moi, qui t'ai vu baver ta soupe et te moucher dans tes doigts. » En 10 phrases, il lui raconta le conseil dont il sortait et lui communiqua ses directives, du même ton sans réplique qu'il avait pour parler à ses commis. « Je ne désire point de pape pour l'instant, car aussi longtemps qu'il n'y a point de pape, ce méchant petit roi est dans ma main. Donc, pas de cardinaux bien rassemblés et prêts à entendre Bouville quand celui-ci reviendra de Naples, pas de paix en Avignon. Qu'on s'y dispute, qu'on s'y déchire. Vous ferez ce qu'il convient, mon frère, pour qu'il en soit ainsi. » Jean de Marigny, qui avait commencé par se montrer tout indigné de ce que lui rapportait Enguerrand, se rembrunit aussitôt qu'il fut question du conclave. Il réfléchit un moment, contemplant son anneau pastoral. « Alors, mon frère, j'attends votre acquiescement, dit Enguerrand. »« Mon frère, vous savez que je ne veux que vous servir en tout, et je pense que je pourrais mieux le faire encore si je deviens quelque jour cardinal. Or, à semer dans le conclave plus de discorde qu'il n'en pousse déjà, je risque fort de m'aliéner l'amitié de tel ou tel papable. Francesco Caetani, par exemple, qui, s'il se trouvait plus tard élu, me refuserait alors le chapeau. » Enguerrand éclata. « Votre chapeau! Voilà bien l'heure d'en parler, votre chapeau, si jamais vous devez l'avoir, mon pauvre Jean. C'est moi qui vous en coifferai, que je vous ai déjà tissé votre mitre. Mais si de sots calculs vous font ménager mes adversaires comme ce Caïtan, je vous dis que bientôt vous irez non seulement sans chapeau, mais sans souliers, en misérable moine qu'on relèguera dans quelque couvent. Vous oubliez trop vite, Jean, ce que vous me devez, et de quel mauvais pas encore je vous ai tiré voici 2 mois à peine, pour ce trafic que vous aviez fait des biens du temple. À ce propos, ajouta-t-il. Son regard devint plus étincelant, plus aigu, ses sourcils plus épais. À ce propos, avez-vous bien pu détruire les preuves laissées imprudemment par vous au banquier Ptoléméi, et dont les Lombards se sont servis pour me faire plier? L'archevêque eut un hochement de tête qui pouvait être interprété comme une affirmation, mais aussitôt il se montra plus docile et pria son frère de lui préciser ses instructions. « Envoyez en Avignon, reprit Enguerrand, 2 émissaires, hommes d'église d'une sûreté absolue, je veux dire des gens à votre merci. Faites-les se promener à Carpentras, à Châteauneuf, à Orange, partout où les cardinaux sont éparpillés, et répandre avec autorité, comme venant de la cour de France, des assurances tout à fait opposées. L'un annoncera aux cardinaux français que le nouveau roi permettrait le retour du Saint-Siège à Rome, l'autre dira aux Italiens que nous inclinons à établir la papauté plus près encore de Paris, pour qu'elle soit mieux sous notre dépendance. Ce qui n'est rien que vérité après tout. Et des 2 parts, puisque le roi est incapable de juger ces choses, que Valois veut le pape à Rome, et que je le veux en France.
Le roi n'a en tête que l'annulation de son mariage et ne voit pas plus loin. Il l'obtiendra, mais seulement à l'heure que je voudrais, et d'un pontife à ma convenance. Pour l'instant donc, retardons l'élection. Veillez à ce que vos deux envoyés n'aient pas de lien entre eux. Il serait même souhaitable qu'ils ne se connussent point. » Sur ces paroles, il congédia son frère pour recevoir son fils Louis, qui attendait dans l'antichambre. Mais quand le jeune homme fut entré, Marigny resta un moment silencieux. Il pensait tristement, amèrement, « Jean me trahira dès qu'il y croira trouver son profit. » Louis de Marigny était un garçon mince, de belle tournure, et qui s'habillait avec recherche. Il ressemblait assez, pour les traits de figure, à l'archevêque son oncle. Fils d'un personnage devant qui le royaume entier s'inclinait, et de plus filleul du nouveau roi, le jeune Marigny ne connaissait ni la lutte ni l'effort. S'il faisait montre certes d'admiration et de respect pour son père, il souffrait en secret de l'autorité brutale de celui-ci et de ses rudes manières qui disaient l'homme parvenu par l'action. Pour un peu, il aurait reproché à son père de n'être pas assez bien né. « Louis, équipez-vous, dit Enguerrand. Vous partirez tout à l'heure pour Londres délivrer une lettre. » Le visage du jeune homme se rembrunit. « Cela ne saurait-il attendre après-demain, mon père ? Ou bien n'avez-vous personne qui me puisse remplacer ? Je dois chasser demain dans le bois de Boulogne. Petite chasse, parce que c'est deuil, mais... »« Chasser ! Vous ne pensez donc qu'à chasser !» s'écria Marigny. « Ne demanderai-je jamais la moindre aide aux miens, pour qui je fais tout, sans qu'ils commencent à rechigner ? Apprenez que c'est moi que l'on chasse prestement, pour m'arracher la peau, et la vôtre avec. S'il me suffisait d'un quelconque chevaucheur, j'y aurais songé tout seul. C'est au roi d'Angleterre que je vous envoie, afin que ma lettre lui soit remise de main à main, et qu'il n'aille pas en circuler copie que le vent pourrait rabattre par ici. Le roi d'Angleterre, cela flatte-t-il assez votre orgueil pour que vous renonciez à une chasse ? Pardonnez-moi, mon père, dit Louis de Marigny. Je vous obéirai. En donnant ma lettre au roi Édouard, auquel vous rappellerez qu'il vous a distingué l'autre année à Maubuisson, vous ajouterez ceci que je n'ai point écrit, à savoir que Charles de Valois intrigue pour remarier le nouveau roi à une princesse de Naples, ce qui tournerait nos alliances vers le sud plutôt que vers le nord. Voilà, vous m'avez entendu. Et si le roi Édouard vous demande ce qu'il peut faire dans mon sens, dites-lui qu'il m'aiderait fort bien en me recommandant fortement au roi Louis, son beau-frère. Prenez les écuyers et sommeliers qu'il vous faut, mais n'ayez pas trop grand train de prince, et faites-vous bailler 100 livres par mon trésorier. » Quelques coups furent frappés à la porte. « Messire de Paris est arrivé, dit l'huissier. »« Qu'il vienne. »« Adieu, Louis. Mon secrétaire vous portera la lettre. Que le Seigneur veille sur votre chemin. » Enguerrand de Marigny étreignit son fils, geste dont il n'était pas coutumier. Puis il se tourna vers Alain de Pareil qui entrait, l'empoigna par le bras et lui montra un siège devant la cheminée, lui dit « Chauffe-toi, Pareil !» Le capitaine général des archers avait des cheveux couleur d'acier, un visage durement marqué par le temps et la guerre, et ses yeux avaient tant vu de combats, de coups de force, d'émeutes, de tortures, d'exécutions, qu'il ne pouvait plus s'étonner de rien. Les pendus de Montfaucon lui étaient spectacle habituel. Dans la seule année en cours, il avait conduit le grand maître des Templiers au bûcher, conduit les frères d'Aunay à la roue, conduit les princesses royales en prison. Il commandait au corps des archers, aux sergents d'armes de toutes les forteresses. Le maintien de l'ordre dans le royaume était son affaire, ainsi que l'application des arrêts de justice répressive ou criminelle. Marigny, qui ne tutoyait aucun membre de sa famille, tutoyait ce vieux compagnon, instrument exact sans défaut ni faiblesse du pouvoir d'État. « 2 missions pour toi, Pareil, dit Marigny, et qui relèvent toutes deux de l'inspection des forteresses. D'abord, je te demande de te rendre à Château-Gaillard afin de secouer l'âne qui en est gardien. Comment se nomme-t-il déjà ? Berzumet, Robert Berzumet. Tu diras donc à ce Berzumet qu'il se conforme mieux aux instructions reçues. J'ai su que Robert d'Artois était allé là-bas et qu'il avait eu accès auprès de Madame de Bourgogne. C'est en contrevenance aux ordres. La reine, pour autant qu'on puisse la dire telle, est condamnée au mur, c'est-à-dire au secret. Aucun sauf-conduit ne vaut pour l'approcher s'il ne porte mon sceau ou le tien. Seul le roi peut aller la visiter. Je vois petite chance que telle envie le prenne. Donc, ni ambassade, ni message. Et que l'âne sache bien que je lui fendrai les oreilles s'il n'obéit point. » «
Que souhaites-tu, monseigneur, qu'il advienne de madame Marguerite ?» interrogea Pareille. « Rien, qu'elle vive. Elle me sert d'otage et je la veux garder, qu'on veille bien à sa sûreté. Qu'on adoucisse au besoin sa chair et son logis s'il devait nuire à sa santé. Deuxièmement, aussitôt que revenu de Château-Gaillard, tu piqueras sur le Midi, avec 3 compagnies d'archers que tu iras installer dans le fort de Villeneuve, pour y renforcer notre garnison en face d'Avignon. Je te prie de bien montrer ton arrivée, et de faire défiler tes archers 6 fois de suite devant la forteresse, de sorte que de l'autre rive, on puisse croire qu'ils sont 2000 à y pénétrer. C'est aux cardinaux que je destine cette parade de guerre, pour compléter le tour que je leur monte d'autre part. Cela fait, tu reviens au plus tôt. Ton service peut m'être grandement nécessaire ces temps-ci. Ou l'air qui souffle à l'environ ne nous plaît guère, n'est-ce pas, monseigneur? Certes non. Adieu Pareille, je dicterai tes instructions. Marigny était plus calme. Les diverses pièces de son jeu commençaient à se disposer. Resté seul, il réfléchit un moment. Puis il entra dans la chambre des secrétaires. Des stalles de chêne sculptées couvraient les murs à mi-hauteur, ainsi que dans le chœur d'une église. Chaque stalle était équipée d'une tablette à écrire où pendaient des poids qui maintenaient les parchemins tendus, et de cornes fixées aux accoudoirs pour contenir les encres. Des lutrins tournants à 4 faces soutenaient registres et documents. 15 clercs travaillaient là, en silence. Marigny, au passage, paraphia et scella la lettre au roi Édouard. Et il gagna la salle suivante, où les légistes, qu'il avait mandés, se trouvaient réunis, et d'autres avec eux, tels Bourdonnais et Briançon, venus de leur propre chef aux nouvelles. « Messires, leur dit Enguerrand, on ne vous a pas fait l'honneur de vous convier au conseil de ce matin. Aussi allons-nous tenir entre nous un conseil fort étroit. Il n'y manquera que notre sire le roi Philippe, dit Raoul de Presles avec un sourire triste. Prions pour que son âme nous assiste, dit Geoffroy de Briançon. Et Nicole le Loquetier ajouta, lui ne doutait pas de nous. Siégeons, messire, dit Marigny. Et quand chacun fut assis, il me faut d'abord vous apprendre que la gestion du trésor vient de m'être ôtée, et que le roi va commettre à viser les comptes. L'offense vous atteint en même temps que moi. Gardez-vous, messire, de vous indigner. Nous avons mieux à nous employer, car je désire présenter des comptes bien nets. Pour ce faire, il prit un temps et se renversa un peu sur son siège. Pour ce faire, répéta-t-il, vous voudrez donner ordre à tout prévôt et receveur des finances, en tout bailliage et sénéchaussée, de payer tout ce qu'on doit sur le champ. Qu'on règle les fournitures, les travaux en cours, et tout ce qui a été commandé par la couronne, sans omettre ce qui regarde la maison de Navarre, qu'on paie partout, jusqu'à épuisement de l'or, et même ce qui pouvait souffrir délai. Et pour le solde, on fera l'état des dettes. Les légistes regardèrent Marigny, se regardèrent entre eux, ils avaient compris. Et quelques-uns ne purent s'empêcher de sourire. Marigny fit craquer ses phalanges comme s'il cassait des noix. Monseigneur de Valois veut s'assurer mainmise sur le trésor, acheva-t-il. Eh bien, il se retournera les ongles à le racler, et il lui faudra chercher ailleurs la monnaie de ses intrigues. L'hôtel de Valois. Or, le rude affairement qui régnait rive gauche en l'hôtel de Marigny n'était que petite agitation en regard de ce qui se passait rive droite à l'hôtel de Valois. Là, on chantait victoire, on criait triomphe, et l'on eut pour un peu mis les pavois aux fenêtres. Marigny n'a plus le trésor. La nouvelle, d'abord chuchotée, maintenant se clamait. Chacun savait et voulait montrer qu'il savait. Chacun commentait, chacun supputait, chacun prédisait, et cela tissait toute une rumeur de vantardise, de conciliabule, de flatterie quémandeuse. Le moindre bachelier prenait une autorité de connétable pour rabrouer les valets. Les femmes commandaient avec plus d'exigence, les enfants glapissaient avec plus d'énergie, les chambellans jouant l'important se transmettaient gravement de futiles consignes, et il n'était jusqu'au dernier clerc aux écritures qui ne voulut se donner la mine d'un dignitaire. Les dames de parage caquetaient autour de la comtesse de Valois, haute, sèche, altière. Le chanoine Étienne de Mornay, chancelier du comte, passait comme un navire entre des vagues de nuques plongeant avec respect. Toute une clientèle effervescente, cauteleuse, entrait, sortait, se tenait dans l'embrasure des fenêtres, donnait son avis sur les affaires publiques. L'odeur du pouvoir s'était répandue dans Paris,
et chacun s'empressait à la flairer de plus près. Il en fut ainsi pendant une entière semaine. On venait, feignant d'avoir été appelé par espoir de lettres, car Monseigneur de Valois, enfermé dans son cabinet, consultait beaucoup. On vit même apparaître, fantôme de l'autre siècle, que soutenait un écuyer à barbe blanche, le vieux sire de Joinville, croulant et aminci par l'âge. Le sénéchal héréditaire de Champagne, compagnon de Saint-Louis durant la croisade de 1248, et qui s'était institué son turiféraire, avait 91 ans. À demi aveugle, la paupière mouillée et l'entendement diminué, il apportait au comte de Valois la caution de l'ancienne chevalerie et de la société féodale. Le parti baronial, pour la première fois depuis 30 ans, l'emportait, et l'on eût dit devant la grande bousculade de ceux qui se hâtaient de leur allier que la vraie cour ne se tenait pas au palais de la Cité, mais à l'hôtel de Valois. Demeure de roi, d'ailleurs. Nulle poutre au plafond qui ne fût sculptée, nulle cheminée dont la hotte monumentale ne s'ornât des écus de France, d'Anjou, du Valois, du Perche, du Maine ou de Romagne, et même des armes d'Aragon ou des emblèmes impériaux de Constantinople, puisque Charles de Valois avait fugitivement et nominalement porté tour à tour la couronne aragonaise et celle de l'Empire latin d'Orient. Partout les pavements disparaissaient sous les laines de Smyrne et les murs sous les tapis de Chypre. Les crédences, les dressoirs soutenaient un étincellement d'orfèvrerie, d'émaux, de vermeil ciselé. Mais cette façade d'opulence et de prestige cachait une lèpre, le mal d'argent. Toutes ces merveilles étaient aux trois quarts engagées pour couvrir la fabuleuse dépense qui se faisait en cette maison. Valois aimait paraître. À moins de 60 convives, sa table lui semblait vide. Et à moins de 24 plats par service, il se croyait réduit à un menu de pénitence. Comme il en allait à ses yeux des honneurs et des titres, il en allait des bijoux, des vêtements, des chevaux, des meubles, des vaisselles. Il lui fallait trop de tout pour lui donner le sentiment d'avoir assez. Chacun autour de lui profitait de ce faste. Mao de Châtillon, la troisième Madame de Valois, s'entendait à accumuler robes et parures, et il n'était princesse en France qui ne se montra pareillement cousue de perles et de gemmes. Philippe de Valois, le fils aîné, dont la mère était Anjou-Sicile, aimait les armures padoines, les bottes de Cordoue, les lances en bois du Nord, les épées d'Allemagne. Jamais négociant, s'il venait offrir un objet rare ou somptueux, et s'il avait l'habileté de laisser entendre que quelque autre seigneur en pourrait devenir acquéreur, ne remportait sa marchandise. Les brodeuses attachées à l'hôtel et celles qu'on employait en ville ne suffisaient pas à fournir les cottes d'armes, les oriflammes, les tapis de selle, les caparaçons, les robes de monseigneur, les surcots de madame. Le bouteiller volait sur les vins, les écuyers volaient sur le fourrage, les chambellans volaient sur la chandelle et le saucier grattait sur les épices. Comme on pillait à la lingerie, on gaspillait aux cuisines. Et ce n'était là que le train courant. Car le comte de Valois devait faire face à d'autres nécessités. Géniteur prolifique, il avait d'innombrables filles qui lui étaient nées de ces 3 lits. Chaque fois qu'il en mariait une, Charles se voyait contraint de s'endetter davantage afin que dot et fêtes d'épousailles fussent à la mesure des trônes autour desquels il prenait ses gendres. Sa fortune fondait dans ce réseau d'alliances. Certes, il possédait d'immenses domaines, les plus grands après ceux du roi. Mais les revenus qu'il en tirait ne couvraient plus qu'à peine les intérêts des emprunts. Les prêteurs, de mois en mois, se faisaient plus difficiles. S'il avait connu moins d'urgence à restaurer son crédit, Monseigneur de Valois eût montré moins de hâte à se saisir des affaires du royaume. Mais certains combats laissent le vainqueur plus embarrassé que le vaincu. Prenant en main le trésor, Valois n'empoignait que du vent. Les envoyés qu'il dépêchait dans les bailliages et prévôtés, afin d'y récolter quelques fonds, s'en revenaient la mine piteuse. Tous avaient été précédés par les envoyés de Marigny, et il ne restait plus un denier au coffre des prévôts, lesquels avaient soldé les créances autant qu'ils le pouvaient, afin de présenter des comptes bien nets. Et tandis qu'au rez-de-chaussée de son hôtel, toute une foule se chauffait et s'abreuvait à ses frais, Valois, dans son cabinet au premier étage, recevant visiteur après visiteur, cherchait les moyens d'alimenter non plus seulement ses caisses, mais encore celles de l'État. Une matinée de la fin de cette semaine-là, il était enfermé avec son cousin Robert d'Artois. Ils attendaient un 3e personnage. « Ce banquier, ce Lombard, vous l'avez bien mandé pour ce matin, dit Valois. Je vous avoue que j'ai quelque hâte de le voir paraître. »« Eh, mon cousin, répondit le géant, croyez que mon impatience n'est pas moins grande que la vôtre, car selon la réponse que vous donnera Ptolémée, vieux brigand s'il en est, mais qui s'y entend assez en finance, je m'apprête à vous présenter une requête. »« Laquelle ?
Mes arrérages, mon cousin, les arrérages des revenus de ce comté de Beaumont qu'on m'a octroyé voilà 5 ans pour feindre de me payer l'Artois, mais dont je n'ai pas encore vu les lisières. C'est plus de 20 000 livres à cette heure qu'on me doit, et sur quoi ce Ptolémée me prête à usure. Mais puisque vous avez maintenant disposition du trésor... » Valois leva le bras au ciel. « Mon cousin, dit-il, la tâche d'aujourd'hui consiste à trouver le nécessaire pour expédier Bouville vers Naples, car le roi me rebat l'oreille sans arrêt de ce départ. Ensuite, la première affaire dont je m'occuperai sera, je vous en fais la promesse, la vôtre. » Ah, combien de personnes depuis 8 jours n'avaient-ils pas donné la même assurance? Mais le tour que Marigny vient de nous jouer sera le dernier, je vous le promets aussi. Le chien rendra gorge, et vos arrérages, nous les prendrons sur ses biens. Car où croyez-vous que soient passés les revenus de votre comté? Dans sa cassette, mon cousin, dans sa cassette. Et monseigneur de Valois déambula à travers son cabinet, exhala une fois de plus ses griefs contre le coadjuteur, ce qui était manière d'éluder les demandes. Marigny, à ses yeux, portait la responsabilité de tout. Un vol avait-il été commis dans Paris? Marigny ne tenait point en main les sergents du guet et peut-être même partageait avec les malfaiteurs. Un arrêt du Parlement défavorisait-il un grand seigneur? Marigny l'avait dicté. Petits et grands maux, la voirie boueuse, l'insoumission des Flandres, la pénurie du blé, n'avaient qu'un seul auteur, qu'une seule origine. L'adultère des princesses, la mort du roi et même l'hiver précoce étaient imputables à Marigny. Dieu punissait le royaume d'avoir si longtemps toléré un si malfaisant ministre. D'Artois, d'ordinaire bruyant et hâbleur, regardait son cousin en silence et sans un instant se lasser. En vérité, pour quelqu'un dont la nature coulait un peu de même fontaine, monseigneur de Valois avait de quoi fasciner. Étonnant personnage que celui de ce prince à la fois impatient et tenace, véhément et retors, courageux de son corps mais faible devant la louange, et toujours animé d'ambitions extrêmes, toujours lancé dans de gigantesques entreprises et toujours échouant par manque d'une appréciation juste des réalités. La guerre était mieux son affaire que l'administration de la paix. À l'âge de 27 ans, mis à part son frère, à la tête des armées françaises, il avait ravagé la Guyenne en révolte. Le souvenir de cette expédition le laissait à jamais grisé. À 31 ans, appelé par le pape Boniface et par le roi de Naples pour combattre les Gibelins et pacifier la Toscane, il s'était fait délivrer des indulgences de croisade, en même temps que les titres de vicaire général de la chrétienté et de comte de Romagne. Or, sa croisade, il l'avait employée à rançonner les villes italiennes et à extraire des seuls Florentins 200 000 florins d'or pour leur consentir la grâce d'aller piller ailleurs. Ce grand seigneur mégalomane montrait un tempérament d'aventurier, des goûts de parvenu et des volontés de fondateur de dynastie. Aucun sceptre ne se trouvait libre dans le monde, aucun trône vacant, sans qu'aussitôt Valois n'étendît la main, et sans jamais de succès. Maintenant, à 44 ans révolus, Charles de Valois s'écriait volontiers « Je ne me suis tant dépensé que pour perdre ma vie, la fortune toujours m'a trahi !» C'est qu'il considérait alors tous ses rêves écroulés, rêve d'Aragon, rêve d'un royaume d'Arles, rêve byzantin, rêve allemand, et les additionnait dans le grand songe d'un empire qui se fût étendu de l'Espagne au Bosphore, et pareil au monde romain, 1000 ans auparavant, sous Constantin. Il avait échoué à dominer l'univers. Au moins lui restait-il la France où déployer sa turbulence. « Croyez-vous vraiment qu'il accepte, votre banquier ?» demanda-t-il brusquement à d'Artois. « Mais oui, il exigera des gages, mais il acceptera. »« Voilà donc où je suis réduit, mon cousin, » dit Valois avec un grand désespoir qui n'était pas fin. « À dépendre du bon vouloir d'un usurier siennois pour commencer à remettre quelque ordre dans ce royaume. » Le pied de Saint-Louis. Messer Ptolémée fut introduit dans le cabinet, et Robert d'Artois se déplia tout entier pour l'accueillir, paumes ouvertes. « Ami banquier, je vous ai de grandes dettes, et vous êtes toujours promis de vous payer à la première faveur que me ferait le sort. Eh bien, ce moment est venu. »« Heureuse nouvelle, monseigneur, » répondit Spinello Ptolémée en s'inclinant. « Et d'abord, poursuivit d'Artois, je veux commencer par m'acquitter de la reconnaissance que je vous dois en vous procurant un client royal. » Ptolémée s'inclina de nouveau, et plus profondément devant Charles de Valois en disant « Qui ne connaît monseigneur? Au moins de vue et de renommée, il a laissé de grands souvenirs à Sienne. » Les mêmes qu'à Florence, à ceci près que Sienne, étant plus petite,
il n'avait pris que 17 000 florins pour la pacifier. « J'ai moi aussi gardé bonne impression de votre ville, » dit Valois. « Ma ville à présent, monseigneur, c'est Paris. » Le teint bistre, la joue grasse et pendante, l'œil gauche fermé par la malice, Ptolémée attendait qu'on l'invitât à s'asseoir, ce que fit Valois en lui désignant un siège. Car messer Ptolémée méritait quelques égards. Ses confrères, marchands et banquiers italiens de Paris l'avaient élu tout récemment à la mort du vieux Boccanegra, capitaine général de leur compagnie. Cette fonction qui lui donnait contrôle ou connaissance de la quasi-totalité des opérations de banque dans le pays lui conférait une puissance secrète mais primordiale. Ptolémée était une sorte de connétable du crédit. « Vous n'ignorez pas, ami banquier, reprit d'Artois, le grand mouvement qui se fait ces jours-ci. Messire de Marigny, qui n'est pas fort votre ami, je crois non plus qu'il n'est le nôtre, se trouve en mauvais point. »« Je sais, murmura Ptolémée. Aussi, ai-je conseillé à monseigneur de Valois, comme il avait besoin d'appeler un homme de finance, de s'adresser à vous, dont l'habileté m'est connue autant que le dévouement. » Ptolémée remercia d'un petit sourire de courtoisie. Sous sa paupière close, il observait les deux grands barons et pensait « Si l'on voulait m'offrir la gérance du trésor, on ne me ferait point tant de compliments. »« Que puis-je pour votre service, monseigneur ?» demanda-t-il en se tournant vers Valois. « Eh, mais ce que peut un banquier, messire Ptolémée ?» répondit l'oncle du roi avec cette belle arrogance qu'il avait lorsqu'il s'apprêtait à demander de l'argent. « Je l'entends bien ainsi, monseigneur. Avez-vous des fonds à placer en bonnes marchandises qui doubleront de prix dans les 6 mois à venir? Désirez-vous quelque part dans le commerce de navigation qui se développe fort en ce moment, et l'on doit apporter par mer tant de choses qui manquent? Voilà de tels services que j'aurai honneur à vous rendre. »« Non, il ne s'agit point de cela, » dit vivement Valois. « Je le déplore, monseigneur, je le déplore pour vous. Les meilleurs gains se font par temps de pénurie. » Ce que je souhaite présentement, c'est que vous m'avanciez un peu d'argent frais pour le trésor. Ptolémée prit une mine désolée. « Ah, monseigneur, ne doutez point du désir que j'ai de vous obliger, mais voilà bien la seule chose en quoi je ne puis vous satisfaire. Nos compagnies ont été fort saignées ces mois derniers. Nous avons dû consentir au trésor un gros prêt, qui ne nous rapporte rien pour solder le coût de la guerre de Flandre. Cela, c'était l'affaire de Marigny. Certes, monseigneur, mais c'était notre argent. De ce fait, nos coffres sont un peu rouillés aux serrures. À combien se monte votre besoin? 10 000 livres. Dans ce chiffre, Valois avait calculé 5 000 livres pour l'ambassade de Bouville, 1 000 pour Robert d'Artois, et le reste pour faire face à ses propres embarras les plus pressants. Le banquier joignit les mains devant son visage. « Sainte Madone, mais où les trouverai-je » s'écria-t-il. Ces protestations devaient s'entendre comme préliminaires d'usage. D'Artois en avait prévenu Valois. Aussi ce dernier prit-il le ton d'autorité qui généralement en imposait à ses interlocuteurs. « Allons, 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 messire Ptolémée, ne rusons point ni ne musons. Je vous ai mandé pour que vous fassiez votre métier, comme vous l'avez toujours exercé, avec profit, je pense. »« Mon métier, monseigneur, » répondit tranquillement Ptolémée, « mon métier est de prêter, il n'est point de donner. Or, depuis quelque temps, j'ai beaucoup donné sans retour aucun. Je ne fabrique point de monnaie et n'ai pas inventé la pierre philosophale. » « Ne m'aiderez-vous donc point à vous débarrasser de Marigny? C'est votre intérêt, il me semble. »« Monseigneur, payer tribut à son ennemi lorsqu'il est puissant, et puis payer encore pour qu'il ne le soit plus, est une double opération qui, vous en conviendrez, ne rapporte guère. Au moins faudrait-il savoir ce qui va suivre, et si l'on a chance de se rattraper. » Charles de Valois, aussitôt, entonna le grand couplet qu'il récitait à tout venant depuis 8 jours. Il allait, pour peu qu'on lui en procurât les moyens, supprimer toutes les noveltés introduites par Marigny et ses légistes bourgeois. Il allait rendre l'autorité aux grands barons. Il allait rétablir la prospérité dans le royaume, en revenant au vieux droit féodal qui avait fait la grandeur du pays de France. Il allait restaurer l'ordre. Comme tous les brouillons politiques, il n'avait que ce mot à la bouche, et ne lui donnait d'autre contenu que les lois, les souvenirs ou les illusions du passé. Avant longtemps, je vous assure qu'on sera retourné aux bonnes coutumes de mon aïeul Saint-Louis.
Ce disant, il montrait, posé sur une sorte d'autel, un reliquaire en forme de pied et qui contenait un os du talon de son grand-père. Ce pied était d'argent, avec des ongles d'or. Car les restes du Saint-Roi avaient été partagés, chaque membre de la famille, chaque chapelle royale voulant en garder une parcelle. La partie supérieure du crâne était conservée dans un beau buste d'orfèvrerie à la Sainte-Chapelle. La comtesse Mao d'Artois, dans son château de Hédin, possédait quelques cheveux ainsi qu'un fragment de mâchoire. Et tant de phalanges, d'esquilles, de débris avaient été ainsi répartis qu'on pouvait se demander ce que contenait la tombe de Saint-Denis, si même la véritable dépouille y avait jamais été déposée. Car une légende tenace courait en Afrique, selon laquelle le corps du roi franc avait été enseveli près de Tunis, tandis que son armée ne rapportait en France qu'un cercueil vide, ou chargé d'un cadavre de remplacement. Ptolémée alla baiser dévotement le pied d'argent, puis demanda « Pourquoi vous faut-il au juste ces 10 000 livres, monseigneur ?» Force fut à Valois de révéler en partie ses projets immédiats. Le Siennois écoutait en hochant la tête et disait, comme s'il prenait mentalement des notes, « Messire de Beauville, à Naples, oui, oui. Nous commercerons avec Naples par nos cousins les Bardi. Marier le roi, oui, oui, je vous entends, monseigneur. Rassembler le conclave. Ah, monseigneur, un conclave coûte plus cher à bâtir qu'un palais, et les fondations en sont moins solides. Oui, monseigneur, oui, je vous écoute. » Quand enfin il eut appris ce qu'il souhaitait savoir, le capitaine général des Lombards déclara « Tout cela est certes bien pensé, monseigneur, et je vous souhaite le succès du fond du cœur, mais rien ne m'assure que vous marierez le roi, ni que vous aurez un pape, ni même si cela était que je reverrai mon or, à supposer que je sois en mesure de vous le fournir. » Valois jeta un regard irrité vers d'Artois. « Quel étrange bonhomme m'avez-vous amené là, semblait-il dire, et n'aurais-je tant parlé que pour n'en rien obtenir. »« Allons, banquier !» s'écria d'Artois en se levant. « Quel intérêt demandes-tu? Quel gage? Quelle franchise ou autre avantage ?»« Mais aucun, monseigneur, aucun gage, » protesta Ptolémée. « Pas de vous, vous le savez bien, ni de monseigneur de Valois, dont la protection m'est trop chère. Je cherche simplement... Je cherche comment je pourrais vous aider. » Puis, se tournant à nouveau vers le pied d'argent, il ajouta doucement « Monseigneur de Valois vient de dire qu'on allait rendre au royaume les bonnes coutumes de monseigneur Saint-Louis. Mais qu'entend-il par là? Va-t-on remettre en usage toutes les coutumes ?»« Certes, répondit Valois sans bien comprendre où l'autre voulait en venir. Va-t-on rétablir, par exemple, le droit pour les barons de battre monnaie sur leurs terres? Si telle ordonnance était reprise, alors, monseigneur, je serais mieux apte à vous appuyer. » Valois et d'Artois se regardèrent. Le banquier pointait droit sur la plus importante des mesures que Valois projetait, et celle qu'il tenait la plus secrète, parce qu'elle était la plus préjudiciable au trésor et pouvait être la plus contestée. En effet, l'unification de la monnaie dans le royaume, ainsi que le monopole royal de l'émettre, étaient des institutions de Philippe le Bel. Auparavant, les grands seigneurs fabriquaient ou faisaient fabriquer, concurremment avec la monnaie royale, leurs propres pièces d'or et d'argent, qui avaient cours en leur fief. Et ils tiraient de ce privilège une grosse source de profit. En tiraient profit également ceux qui, comme les banquiers lombards, fournissaient le métal brut et jouaient sur la variation de taux d'une région à l'autre. Et Valois comptait bien sur cette bonne coutume pour relever sa fortune. « Voulez-vous dire encore, monseigneur, poursuivit Ptolémée, continuant à considérer le reliquaire comme s'il en faisait l'estimation, voulez-vous dire que vous allez restaurer le droit de guerre privé ?» C'était là une autre des prérogatives féodales abolies par le roi de fer, afin d'empêcher les grands vassaux de lever bannière à leur guise et d'ensanglanter le royaume pour régler leurs différends personnels, étaler leurs glorioles ou secouer leur ennui. « Ah, que ce saint usage nous soit vite rendu !» s'écria Robert, « et je ne tarderai pas à reprendre le comté d'Artois sur ma tante Mao. » « Si vous avez besoin d'équiper des troupes, monseigneur, dit Ptolémée, je puis vous obtenir les meilleurs prix des armuriers toscans. »« Messer Ptolémée, vous venez d'exprimer tout juste les choses que je veux accomplir, dit alors Valois se rengorgeant. Aussi, je vous demande de marcher de confiance avec moi. » Les financiers ne sont pas moins imaginatifs que les conquérants, et c'est mal les connaître que de les croire uniquement inspirés par l'appât du gain.
Leurs calculs souvent dissimulent des songes abstraits de puissance. Le capitaine général des Lombards rêvait lui aussi d'autres manières que le comte de Valois, mais il rêvait. Il se voyait déjà fournissant en or brut les grands barons du royaume et dirigeant leurs querelles puisqu'il en négociait l'armement. Or, qui tient l'or et tient les armes, détient le vrai pouvoir. Mais Messire Ptolémée jouait avec des pensées de règne. « Alors, reprit Valois, êtes-vous décidé maintenant à me procurer la somme que je vous ai demandée ?»« Peut-être, monseigneur, peut-être. Non que je sois en mesure de vous la donner moi-même, mais je puis sans doute vous la trouver en Italie, ce qui conviendrait fort bien puisque c'est là justement que se rend votre ambassade. Pour vous, cela ne fait point de différence. »« Certes non, » fut obligé de répondre Valois. Mais l'arrangement était loin de combler ses vœux, lui rendant difficile, sinon même impossible, de puiser dans le prêt pour ses propres nécessités. Voyant Valois se rembrunir, Ptolémée poussa le faire plus avant. « Vous offrirez la garantie du trésor, mais chacun sait chez nous en tout cas que le trésor est vide, et ces bruits-là vont vite accourir entre les comptoirs de banque. Je devrais donc engager ma propre garantie, et le ferai de grand cœur, monseigneur, pour vous servir. Mais il sera nécessaire qu'un homme de ma compagnie, porteur des lettres de change, escorte votre envoyé, afin de prendre l'argent en charge et d'en être comptable. » Valois se renfrognait de plus en plus. « Eh, monseigneur, dit Ptolémée, c'est que je ne vais point agir seul en cette affaire. Les compagnies d'Italie sont encore plus méfiantes que les nôtres, et j'ai besoin de leur donner toute assurance qu'elles ne seront point bernées. » En vérité, il voulait avoir un émissaire dans l'expédition, un émissaire qui allait en son nom et pour son compte espionner l'ambassadeur, contrôler l'emploi des fonds, se faire instruire des projets d'alliance, connaître les dispositions des cardinaux et travailler en sous-main dans le sens qu'il lui commanderait. Messer Spinello Ptolémée régnait déjà un tout petit peu. Robert d'Artois avait dit à Valois que le Siennois exigerait un gage. Il n'avait pas encore pensé que le gage, ce pouvait être un morceau du pouvoir. Force était à l'oncle du roi et pour satisfaire celui-ci, d'en passer par les conditions du banquier. « Et qui donc allez-vous désigner, qui ne fasse point mauvaise figure auprès de messire de Bouville ?» demanda Valois. « Je vais y penser, monseigneur, je vais y penser. Je n'ai guère de monde en ce moment. Mes deux meilleurs voyageurs sont sur les routes. Quand donc messire de Bouville devrait-il partir ? » « Mais demain, s'il se peut, ou le jour d'après. »« Et ce garçon, suggéra Robert d'Artois, qui était allé pour moi en Angleterre. »« Mon neveu Guccio, dit Ptolémée. »« C'est cela même, votre neveu. Vous l'avez toujours auprès de vous. »« Eh bien, que ne l'envoyez-vous ? Il est fin, délié d'esprit, il a bonne tournure. Il aidera notre ami Bouville, qui ne doit guère parler le langage d'Italie, à se débrouiller sur les chemins. Soyez rassuré, mon cousin, ajouta d'Artois, s'adressant à Valois, ce garçon-là est de bonne recrue. »« Il va fort me manquer ici, dit Ptolémée. Mais, soit, monseigneur, je vous l'abandonne. Il est dit que vous obtiendrez toujours de moi tout ce que vous souhaitez. » Bientôt après, il prit congé. Dès que Ptolémée fut sorti du cabinet, Robert d'Artois s'étira un grand coup et dit « Eh bien, Charles, m'étais-je trompé ?» Comme tout emprunteur après une négociation de cette nature, Valois était à la fois content et mécontent. Et il se composa une attitude qui ne montra ni trop son soulagement ni trop son dépit. S'arrêtant à son tour devant le pied de Saint-Louis, il dit « C'est cela, voyez-vous, cousin, c'est la vue de cette sainte relique qui a décidé votre homme. Allons, tout respect de ce qui est noble n'est point perdu en France, et ce royaume peut être redressé. »« Un miracle, en quelque sorte, » dit le géant en clignant de l'œil. Ils réclamèrent leurs manteaux et leurs escortes pour aller porter au roi la bonne nouvelle du départ de l'ambassade. Dans le même temps, Ptolémée informait son neveu Guccio Baglioni d'avoir à se mettre en route dans les 2 jours, et lui énumérait ses instructions. Le jeune homme ne témoigna pas d'un grand enthousiasme. « Come sei strano, tiglio mio » s'écria Ptolémée. « Comme tu es étrange, mon garçon. Le sort te donne l'occasion d'un beau voyage, sans qu'il t'en coûte un denier, puisque c'est le trésor au bout du compte qui paiera. Tu vas connaître Naples, la cour des Angevins, y côtoyer les princes, et, si tu es habile, t'y faire des amis. Et peut-être vas-tu assister aux préliminaires d'un conclave, c'est chose passionnante qu'un conclave.
Ambition, pression, argent, rivalité et même la foi chez certains. Tous les intérêts du monde jouent dans la partie. Tu vas voir cela. Et tu me fais la face longue, comme si je t'apprenais un malheur. À ta place, et à ton âge, j'aurais sauté de joie, et je serais déjà à boucler mon porte-manteau. Pour prendre cette figure, il faut qu'il y ait une fille que tu regrettes de quitter. Ne serait-ce pas la demoiselle de Cressay, par hasard? Le teint couleur d'huile d'olive du jeune Guccio fonça un peu, ce qui était sa façon de rougir. « Elle t'attendra si elle t'aime, » reprit le banquier. « Les femmes sont faites pour attendre. On les retrouve toujours. Et si tu crains qu'elle ne t'oublie, profite donc de celle que tu rencontreras sur ton chemin. La seule chose qu'on ne retrouve pas, c'est la jeunesse et la force pour courir le monde. » Mesdames de Hongrie dans un château de Naples. Il est des villes plus fortes que les siècles. Le temps ne les change pas. Les dominations s'y succèdent. Les civilisations s'y déposent comme des alluvions, mais elles conservent à travers les âges leur caractère, leur parfum propre, leur rythme et leur rumeur qui les distinguent de toutes les autres cités de la terre. Naples de toujours fut de ces villes-là. Telle elle avait été, telle elle restait et resterait au long des âges, à demi africaine et demi-latine, avec ses ruelles serrées, son grouillement criard, son odeur d'huile, de safran et de poisson frit, sa poussière couleur de soleil, son bruit de grelots au cou des mules. Les Grecs l'avaient organisée, les Romains l'avaient conquise, les barbares l'avaient ravagée, les Byzantins et les Normands tour à tour s'y étaient installés. Naples avait absorbé, utilisé, fondu leurs arts, leurs lois et leur vocabulaire. L'imagination de la rue se nourrissait de leurs souvenirs, de leurs rites et de leurs mythes. Le peuple n'était ni grec, ni romain, ni byzantin, il était le peuple napolitain de toujours. Peuple pareil à nul autre au monde, qui use de la gaieté comme d'un masque de mime pour dissimuler la tragédie de la misère, qui emploie l'emphase pour donner du piment à la monotonie des jours, et dont l'apparente paresse n'est dictée que par la sagesse de ne point feindre l'activité lorsqu'on n'a rien à faire. Un peuple qui toujours aima la vie et la parole, toujours dut ruser avec le destin, et toujours montra grand mépris de l'agitation militaire, parce que la paix, qui ne lui fut que rarement dispensée, jamais ne l'ennuya. En ce temps-là, depuis un demi-siècle environ, Naples était passé de la domination des Hohenstaufen à celle des princes d'Anjou. L'établissement de ces derniers, appelé par le Saint-Siège, s'était accompli au milieu des meurtres, des répressions et des massacres qui ensanglantaient alors la péninsule. Les apports les plus certains de la nouvelle monarchie se voyaient d'une part aux industries de laine qu'elle avait fondées dans les faubourgs pour en tirer revenu, d'autre part à l'énorme résidence, mi-forteresse et mi-palais, qu'elle s'était fait construire près de la mer par l'architecte français Pierre de Chaulnes, le Château-Neuf. Gigantesque donjon rose érigé vers le ciel et que les Napolitains, cédant à leur humour autant qu'à leur attachement au vieux culte phallique, avaient immédiatement surnommé le Macho Angioino, le mâle angevin. Un matin de janvier 1315, dans une pièce haute de ce château, Roberto Oderisi, jeune peintre napolitain élève de Giotto, contemplait le portrait qu'il venait d'achever et qui constituait le centre d'un tableau à 3 volets. Immobile devant son chevalet, un pinceau entre les dents, il ne parvenait pas à s'arracher à l'examen du tableau où l'huile encore fraîche avait des reflets mouillés. Il se demandait si une touche de jaune plus pâle ou au contraire de jaune légèrement plus orangé n'aurait pas mieux rendu l'éclat doré des cheveux. Si le front était assez clair, si l'œil, ce bel œil bleu un peu rond, avait bien l'expression de la vie. Les traits étaient exactement reproduits. Oh, certes oui, les traits. Mais le regard. À quoi tient le regard? À un point de blanc sur la prunelle? À une ombre un peu plus profonde au coin de la paupière? Comment arriver jamais, avec des couleurs broyées et disposées les unes auprès des autres, à restituer la réalité d'un visage, ou les étranges variations de la lumière sur le contour des formes? Peut-être n'était-ce pas l'œil après tout qui se trouvait en cause, mais la transparence de la narine ou bien le clair éclat des lèvres. Je peins trop de vierges, avec toujours la même inclinaison de visage et toujours la même expression d'extase et d'absence, pensa le peintre. « Alors, signor Oderisi, est-ce fini ?» demanda la belle princesse qui lui servait de modèle. Depuis une semaine, elle passait 3 heures chaque jour assise dans cette pièce,
posant pour un portrait demandé par la cour de France. À travers la grande ogive au vitrage ouvert, on apercevait les mâtures des bateaux d'Orient, amarrés dans le port, et au-delà le développement de la baie de Naples, la mer immensément bleue sous le poudroiement du soleil, le profil triangulaire du Vésuve. L'air était doux et le jour heureux à vivre. Oderisi ôta son pinceau de sa bouche. « Hélas, oui, répondit-il. C'est fini. »« Pourquoi, hélas ? Parce que je vais être privé de la félicité de voir chaque matin Donna Clemenza, et qu'il me semblera désormais que le soleil ne se lève plus. » C'était là petit compliment, car déclarer à une femme, qu'elle soit princesse ou servante d'auberge, qu'on va tomber gravement malade de ne pas la revoir, ne constitue pour un napolitain que le minimum obligé de la courtoisie. Et la dame de Parache qui brodait, silencieuse dans un coin de la pièce, avec charge de veiller sur la décence de l'entretien, n'y trouva pas motif à seulement lever la tête. « Et puis, madame, et puis, je dis hélas, parce que ce portrait n'est point bon, » ajouta Oderisi. « Il ne donne pas de vous une image de beauté aussi parfaite que la vérité. » On l'eût approuvé qu'il se fût vexé. Mais, se critiquant, il était sincère. Il éprouvait le chagrin de l'artiste devant l'œuvre achevée, à n'avoir pu mieux faire. Ce jeune homme de 17 ans présentait déjà les caractères du grand peintre. « Puis-je voir » demanda Clémence de Hongrie. « Ah, madame, ne m'accablez point. Je sais trop que c'est à mon maître qu'aurait dû revenir l'honneur d'accomplir ce portrait. » On avait fait appel effectivement à Giotto, lui dépêchant un chevaucheur à travers l'Italie, mais l'illustre Toscan, occupé cette année-là à peindre la vie de saint François d'Assise sur les murs de la Santa Croce, à Florence, avait répondu du haut de ses échafaudages qu'on s'adressa à son jeune disciple de Naples. Clémence de Hongrie se leva et s'approcha du chevalet. Haute et blonde, elle avait moins de grâce que de grandeur, et moins de féminité peut-être que de noblesse. Mais l'impression un peu sévère que produisait son maintien était balancée par la pureté du visage, l'expression émerveillée du regard. « Mais, signor Oderisi, s'écria-t-elle, vous m'avez pourtraite plus belle que je ne suis. » « J'ai fidèlement suivi vos traits, Donna Clemenza. Et aussi, je me suis appliqué à peindre votre âme. » « Alors j'aimerais que mon miroir eût autant de talent que vous. » Ils se sourirent, se remerciant mutuellement de leurs compliments. « Espérons que cette image plaira en France, je veux dire, à mon oncle de Valois, » ajouta-t-elle en montrant un peu de confusion. Car une fiction dont personne n'était dupe voulait que le portrait fût destiné à Charles de Valois pour la grande affection que celui-ci portait à sa nièce. Clémence, ce disant, se sentit rougir. À 22 ans, elle rougissait encore facilement, et s'en faisait reproche comme d'une faiblesse. Combien de fois sa grand-mère, la reine Marie de Hongrie, ne lui avait-elle pas répété « Clémence, on ne rougit point lorsqu'on est princesse et promise à devenir reine ». Se pouvait-il vraiment qu'elle devint reine? Les yeux tournés vers la mer, elle rêvait à ce cousin lointain, ce roi inconnu dont on lui avait tant parlé depuis 20 jours, qu'était arrivé de Paris un ambassadeur officieux. Messire de Bouville lui avait présenté le roi Louis X tel qu'un prince malheureux, parce que, durement atteint dans ses affections, mais doué de tous les agréments de visage, d'esprit et de cœur qui pouvaient plaire à une dame de haut lignage. Quant à la cour de France, on devait y voir le modèle des cours, offrant un parfait mélange des joies de famille et des grandeurs de la royauté. Or, rien n'était mieux fait pour séduire Clémence de Hongrie que la perspective d'avoir à guérir les blessures d'âme d'un homme éprouvé coup sur coup par la trahison d'une épouse indigne et la mort hâtive d'un père adoré. Pour Clémence, l'amour ne se pouvait séparer du dévouement. À cela s'ajoutait l'orgueil d'avoir été choisi par la France. Certes, j'aurais longuement attendu un établissement au point que je n'en espérais plus, et voilà peut-être que Dieu va me donner le meilleur époux et le plus heureux royaume. Aussi, depuis 3 semaines, elle vivait dans le sentiment du miracle et débordait de reconnaissance envers le Créateur et l'univers entier. Une tenture brodée de lions et d'aigles se souleva, et un jeune homme de petite taille, au nez maigre, aux yeux ardents et gais, aux cheveux très noirs, entra en s'inclinant. « Oh, signor Baglioni, vous voilà » dit Clémence de Hongrie d'un ton joyeux. Elle aimait bien le jeune Siennois, qui servait d'interprète à l'ambassadeur et donc, pour elle, faisait partie des messagers du bonheur. « Madame, dit-il, Messire de Bouville m'envoie vous demander s'il peut venir vous rendre sa visite. » J'ai toujours grand plaisir à voir Messire de Bouville, mais approchez, et dites-moi ce que vous pensez de cette image qui est maintenant achevée.
Je dis, madame, répondit Guccio, après être resté un instant silencieux devant le tableau, je dis que ce portrait vous est fidèle à merveille et qu'il montre la plus belle dame que mes yeux aient admirée. Odérisie, les avant-bras tachés d'ocre et de vermillon, buvait la louange. Vous n'aimez donc point quelque demoiselle en France, comme je l'avais cru comprendre, dit Clémence en souriant. Certes, j'aime, madame. Alors, vous n'êtes point sincère ou devers elle ou devers moi, messire Guccio, car j'ai toujours ouï dire que pour qui aime, il n'est de plus beau visage au monde que celui dont on est épris. La dame qui est ma foi et qui me garde la sienne, répliqua Guccio avec élan, est à coup sûr la plus belle qui soit, après vous, donna Clemenza, et ce n'est point mal aimé que de dire le vrai. Depuis qu'il était à Naples et se trouvait mêlé au projet d'un mariage de roi, le neveu du banquier Ptoléméi se plaisait à prendre des airs de héros de chevalerie, blessé d'amour pour une belle lointaine. En vérité, sa passion s'accommodait assez bien de l'éloignement, et il n'avait laissé perdre aucune occasion des plaisirs qui s'offrent aux voyageurs. La princesse Clémence, pour sa part, se sentait pleine de curiosité et de disposition affectueuse à l'égard des amours d'autrui. Elle aurait voulu que tous les jeunes gens et toutes les jeunes filles de la terre fussent heureux. « Si Dieu veut que j'aille un jour en France, » elle rougit à nouveau, « j'aurai plaisir à connaître celle à qui vous pensez tant, et que vous allez épouser, je le souhaite. Ah, madame, fasse le ciel que vous veniez. Vous n'aurez pas de plus fidèle serviteur que moi, et j'en suis certain de plus dévouée servante qu'elle. » Et il ploya le genou, avec le meilleur air, comme s'il se fût trouvé en tournoi devant la loge des dames. Elle le remercia d'un geste de la main. Elle avait de beaux doigts fuselés, un peu longs du bout, pareils aux doigts qu'on voyait aux saintes sur les fresques. « Ah, le bon peuple, les gentilles gens !» pensait Clémence en regardant le petit Italien qui en ce moment lui représentait toute la France. « Pouvez-vous me la nommer ?» demanda-t-elle encore. « Ou bien est-ce un secret ?»« Ce n'est point un secret pour vous, s'il vous plaît de le savoir, » donna Clemenza. « Elle se nomme Marie de Cressay. Elle est de noble lignage. Son père était chevalier. Elle m'attend dans son château, qui est à 10 lieues de Paris. Elle a 16 ans. » « Eh bien, soyez heureux, je vous le souhaite, signor Guccio. Soyez heureux avec votre belle Marie de Cressay. » Guccio sortit et s'élança dans les galeries en dansant. Il voyait déjà la reine de France assister à ses noces. Encore fallait-il, pour qu'un si beau projet vît le jour, que le roi Louis d'une part fût en mesure d'épouser donna Clemenza, et que la famille de Cressay d'autre part voulut bien accorder à un Lombard la main de Marie. Le jeune homme trouva Hugues de Bouville en l'appartement où on l'avait logé. L'ancien grand chambellan, un miroir à la main, cherchait la bonne lumière et tournait sur lui-même pour s'assurer de son apparence et mettre en place les mèches noires et blanches qui le faisaient ressembler à un gros cheval pie. Il en était à se demander s'il n'aurait pas eu avantage à se teindre. Les voyages enrichissent la jeunesse, mais il arrive aussi qu'ils troublent l'âge mûr. L'air italien avait grisé Bouville. Ce brave seigneur, fort attentif à ses devoirs, n'avait pu résister, dès Florence, à tromper sa femme, et il s'était aussitôt jeté dans une église pour s'en confesser. À Sienne, où Guccio connaissait quelques dames installées dans la galanterie, il avait récidivé, mais avec déjà moins de remords. À Rome, il s'était conduit comme s'il eût rajeuni de 20 ans. Naples, prodigue en volupté facile, à condition qu'on fût muni d'un peu d'or, faisait vivre Bouville dans une sorte d'enchantement. Ce qui partout ailleurs eût passé pour vice prenait ici un aspect désarmant de naturel et presque de naïveté. Deux petits maquereaux de 12 ans, guenilleux et dorés, vantaient la croupe de leur sœur aînée avec une éloquence antique, puis restaient sagement assis dans l'antichambre à se gratter les pieds. Et l'on avait en plus le sentiment d'accomplir une bonne action en permettant à une famille entière de se nourrir pendant une semaine. Et puis le plaisir de se promener au mois de janvier sans manteau. Bouville s'était mis à la dernière mode et portait maintenant des surcoats à manches de 2 couleurs, rayés en travers. Bien sûr, on l'avait un peu volé au coin de chaque rue. Faible prix, vraiment, pour tant d'agréments. « Mon ami, dit-il à l'entrée de Guccio, savez-vous que j'ai maigri au point qu'il n'est pas impossible que je reprenne taille fine ?» La supposition témoignait de beaucoup d'optimisme. « Messire, dit le jeune homme, donna Clemenza est prête à vous recevoir. J'espère que le portrait n'est point achevé. » « Il l'est, messire. » Bouville poussa un fort soupir.
Alors, c'est le signe qu'il nous faut retourner en France. J'en ai regret, je l'avoue, car j'ai pris cette nation en amitié. Et j'aurais bien donné quelques florins à ce peintre pour qu'il allongeât un peu son travail. Ah non, les meilleures choses ont une fin. » Ils échangèrent un sourire de connivence, et pour se rendre aux appartements de la princesse, le gros ambassadeur prit affectueusement Guccio par le bras. Entre ces deux hommes, si différents par l'âge, l'origine et la situation, une véritable amitié avait pris naissance, et s'était d'étape en étape affermie. Aux yeux de Bouville, le jeune Toscan semblait l'incarnation même de ce voyage, avec ses libertés, ses découvertes et le sentiment de la jeunesse retrouvée. En outre, le garçon se montrait actif, subtil, discutait avec les fournisseurs, administrait la dépense, aplanissait les difficultés, organisait les plaisirs. Quant à Guccio, il partageait, grâce à Bouville, un train de grand seigneur et vivait dans la familiarité des princes. Ses fonctions mal définies d'interprète, de secrétaire et d'argentier lui valaient des égards. Et puis, Bouville n'était pas ménagé de ses souvenirs. Et pendant les longues chevauchées, ou bien le soir, au souper dans les auberges ou les hôtelleries des monastères, il avait instruit Guccio de bien des choses touchant le roi Philippe le Bel, la cour de France, les familles royales. De la sorte, ils s'ouvraient mutuellement des mondes inconnus et se complétaient à merveille, formant un curieux attelage où l'adolescent souvent guidait le barbon. Ils pénétrèrent ainsi chez Donna Clemenza, mais leur air d'insouciance s'effaça aussitôt qu'ils virent planter devant le tableau la vieille reine-mère Marie de Hongrie. Ployés en révérence, ils avancèrent d'un pied prudent. Marie de Hongrie était âgée de 70 ans. Veuve du roi de Naples Charles II le Boiteux, mère de 13 enfants dont elle avait déjà vu mourir près de la moitié, elle gardait de ses maternités un bassin large et de ses deuils de longues rides qui joignaient ses paupières à sa bouche édentée. Elle était haute de taille, grise de teint, neigeuse de cheveux, avec sur toute la physionomie une expression de force, de décision, d'autorité que la vieillesse n'avait pas atténuée. Elle portait couronne en tête dès son réveil. Apparentée à toute l'Europe et revendiquant pour sa descendance le royaume de Hongrie, elle avait fini, après 20 ans de lutte, par l'obtenir. Maintenant que son petit-fils Charles Robert, ou Charobert, héritier de son fils aîné Charles Martel, mort prématurément, occupait le trône de Buda, que la canonisation de son second fils, le défunt évêque de Toulouse, semblait chose assurée, que son troisième fils, Robert, régnait sur Naples et les Pouilles, que le quatrième était prince de Tarente et empereur titulaire de Constantinople, que le cinquième était duc de Durazzo, et que ses filles survivantes se trouvaient mariées l'une au roi de Majorque, l'autre à Frédéric d'Aragon, la reine Marie ne considérait pas encore sa tâche terminée. Elle s'occupait de sa petite-fille, Clémence l'orpheline, la sœur de Charobert qu'elle avait élevée. Se tournant brusquement vers Bouville, comme un faucon de montagne repère un chapon, elle lui fit signe d'approcher. « Alors, messire, demanda-t-elle, que vous semble de cette image ?» Bouville entra en méditation devant le chevalet. Ce qu'il contemplait, c'était moins le visage de la princesse que les deux volets latéraux destinés à se rabattre pour protéger le tableau, et sur lesquels Oderizzi avait peint d'une part le Macho Angiogno, et de l'autre, dans une perspective en superposition, le port et la baie de Naples. Regardant la figuration de ce paysage qu'il allait devoir incessamment quitter, Bouville éprouvait déjà de la nostalgie. « L'art m'en paraît sans reproche, dit-il enfin. Sinon que la bordure est peut-être un peu simple pour encadrer un visage si beau. Ne croyez-vous pas qu'un feston doré... » Il cherchait à gagner un jour ou deux. « Il n'importe, messire, coupa la vieille reine. Trouvez-vous qu'il ressemble ? Oui, alors voilà l'important. L'art est objet frivole, et il m'étonnerait que le roi Louis se souciât beaucoup de guirlandes. C'est le visage qui l'intéresse, n'est-ce pas vrai ?» Elle ne mâchait pas ces mots, et à la différence de toute la cour, ne se souciait pas de dissimuler le motif de l'ambassade. Toutefois, elle congédia Oderizzi en lui disant « Votre travail est bien fait, jeune homme. Vous ferez compter votre dû par notre trésorier, et maintenant retournez peindre notre église, et veillez à ce que le diable y soit bien noir, et les anges bien resplendissants. » Et pour se débarrasser aussi de Guccio, elle lui commanda d'aider le peintre à emporter ses pinceaux. Du même ton, elle envoya la dame de parage broder ailleurs. Puis, les témoins écartés, elle revint à Bouville. « Ainsi donc, messire, vous allez repartir pour la France. »« Avec un infini regret, madame, car toutes les bontés qui m'ont été faites ici... »« Mais enfin, dit-elle en l'interrompant, votre mission est accomplie, du moins presque. » Ses yeux noirs étaient plantés dans ceux de Bouville. « Presque, madame ? Je veux dire que cette affaire est réglée dans le principe,
puisque le roi mon fils et moi-même donnons accord au projet. Mais cet accord, messire. » Elle eut un mouvement de la mâchoire qui fit saillir les tendons de son cou. « Cet accord, ne l'oubliez pas, reste à condition. Car si nous nous tenons pour très hautement honorés par les intentions du roi de France, notre cousin, si nous sommes prêts à l'aimer avec une fidélité toute chrétienne et à lui donner nombreuse descendance, car les femmes en notre famille sont fécondes, il n'en est pas moins vrai que notre réponse définitive demeure soumise à ce que votre maître soit libre de Madame de Bourgogne, très promptement et très réellement. Nous ne saurions nous contenter d'une répudiation acceptée par des évêques de complaisance et que l'Église en haut lieu pourrait contester. Nous obtiendrons l'annulation avant peu, madame, comme j'ai eu l'honneur de vous en assurer. Messire, nous sommes entre nous, ne m'assurez donc point de ce qui n'est pas fait. » Bouville toussota pour cacher son embarras. « Cette annulation, répondit-il, est le premier souci de monseigneur de Valois, qui fera tout pour la diligenter et considère d'ores à présent la chose pour acquise. »« Oui, oui, grommela la vieille reine, je connais mon gendre. En parole rien lui résiste, et ses chevaux ne se cassent point les jambes tant qu'il ne les a pas jetés dans un ravin. » Bien que sa fille Marguerite fût morte 15 ans auparavant, et que Charles de Valois, depuis, se fût remarié 2 fois, elle continuait de l'appeler mon gendre. « Il est bien entendu aussi que nous ne donnons point de terre. La France m'en paraît avoir à suffisance. Naguère, quand notre fille épousa Charles, elle lui apporta l'Anjou en dot, ce qui était gros. Et l'autre année, quand une fille du second lit de Charles vint à s'unir à notre fils de Tarente, elle nous apporta Constantinople. » Et la vieille reine, de sa main goûteuse, eut un geste pour signifier que ce beau titre n'était que du vent. En retrait près de la fenêtre ouverte, et regardant la mer, Clémence se sentait gênée d'assister à ce débat. L'amour devait-il s'accompagner de ces préliminaires qui ressemblaient fort à une discussion de traité? C'était de son bonheur, après tout, qu'il s'agissait, et de sa vie. On avait refusé pour elle, sans lui demander son avis, tant de partis jugés insuffisants. Et voilà que s'offrait le trône de France, alors qu'1 mois plus tôt, elle se demandait s'il ne lui faudrait pas entrer en religion. Elle trouvait que sa grand-mère prenait un ton bien cassant. Pour sa part, elle était disposée à traiter plus doucement la chance, et à se montrer moins pointilleuse sur le droit canon. Très loin, dans la baie, un navire de haut bord mettait à la voile vers les côtes de Barbarie. « Sur mon chemin de retour, madame, disait Bouville, je m'arrête en Avignon, chargé des instructions de monseigneur de Valois, et nous aurons avant peu ce pape qui nous fait défaut. »« J'aime à vous croire, » répondit Marie de Hongrie, « mais nous désirons que tout soit réglé pour l'été. Nous ne sommes pas en peine de prétendant à la main de madame Clémence. D'autres princes la souhaitent pour épouse. Nous ne pouvons accorder de longs délais. » Les tendons de son cou saillirent à nouveau. « Sachez qu'en Avignon, continua-t-elle, le cardinal Duez est notre candidat. Je souhaite fort qu'il soit aussi celui du roi de France. Vous obtiendrez l'annulation d'autant plus vite, s'il devient pape, qu'il nous doit beaucoup et nous est tout acquis. De plus, Avignon est terre angevine, dont nous sommes suzerains, sous le roi de France, bien sûr. Ne l'oubliez pas. Allez présenter vos adieux au roi, mon fils, et que tout se passe selon vos vœux. Avant l'été, messire, je vous le rappelle. Avant l'été. » Bouville, s'étant incliné, se retira. « Madame ma grand-mère, dit Clémence d'une voix inquiète, croyez-vous que... » La vieille reine lui frappa à petits coups sur le bras. « Tout cela est dans la main de Dieu, mon enfant, et il ne nous arrive rien que ce qu'il veut. » Et elle sortit à son tour. « Le roi Louis a peut-être bien, lui, d'autres princesses en tête, pensa Clémence une fois seule. Est-ce habile de le presser ainsi? Et ne va-t-il pas porter ailleurs son choix? » Elle se tenait devant le chevalet, les mains croisées sur la taille, ayant repris machinalement l'attitude de son portrait. Un roi aura-t-il plaisir, se demanda-t-elle encore, à poser ses lèvres sur ces mains-là?